Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 7 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le procès d'Éric Dupond-Moretti a commencé. Ce dernier le décrit comme une infamie. Le ministre est accusé de prise illégale d'intérêt et le procureur général a déclaré que les faits sont bien établis et que cette affaire met en cause le fonctionnement institutionnel de l'État. Et au Sénat, 2 premières mesures du projet de loi immigration ont été adoptées. Ces mesures ont pour objet d'instaurer des quotas en matière migratoire et de durcir les conditions du regroupement familial. Ces premiers articles amenés par la droite ne figuraient pas dans la version initiale du projet de loi. Et dans une récente interview, le président d'Amnesty International France a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Au lieu de cela, il a préféré parler d'un groupe armé palestinien coupable de crimes de guerre. Un biais idéologique qui n'a pas fini de créer la polémique, alors que le terrorisme, on le sait bien, est criminel par définition. Et c'est dans la nuit de dimanche à lundi que des aurores boréales ont été observées dans le ciel, notamment dans le nord du Finistère. Un phénomène très rare en France qui a été immortalisé par des photographes. Et une bonne nouvelle pour les amoureux des animaux. Shanti, une femelle panda roux qui avait disparu dans la nature après le passage de la tempête Ciarán, a été retrouvée saine et sauve ce week-end. Son parc animalier avait gardé cette information secrète pour éviter que des personnes effraient l'animal en tentant de le retrouver. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui nous a préparé un sujet sur le Moyen-Orient. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Aujourd'hui, nous scrutons l'évolution à Gaza où le blocus de l'armée israélienne scinde désormais l'enclave en deux. Parallèlement, un corridor humanitaire a été établi pour l'évacuation des civils. Mais le Hamas est accusé d'entraver cette initiative, aggravant les conditions pour les innocents fuyant les zones de combat. Des agissements qui posent bien sûr question vis-à-vis du respect des lois de guerre internationales. Le Hamas est aussi accusé de se servir de civils comme bouclier humain, ce qui, si c'est confirmé, constituerait une autre violation grave des conventions internationales. De son côté, Israël a lancé des frappes ciblées en réponse à des attaques de roquettes tout en essayant de limiter les pertes civiles. Mais des rapports de terrain contredisent cette affirmation, suggérant une situation plus tragique. Et ce week-end, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a dévoilé des images satellites et des enregistrements audio illustrant l'exploitation des hôpitaux de Gaza par le Hamas. Regardez. Les images fournies par les forces israéliennes montrent un tunnel sous l'hôpital Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani et des tirs de roquettes à proximité immédiate d'une structure médicale indonésienne, mettant en relief la tactique du Hamas visant à s'immuniser contre les représailles israéliennes en opérant depuis des zones civiles. Ces révélations s'inscrivent dans une série d'accusations graves, y compris l'entrave à l'évacuation des civils par le Hamas et l'utilisation délibérée de boucliers humains. Une pratique qui, si vérifiée, constituerait une violation du droit international humanitaire. Les forces israéliennes insistent sur le fait que le Hamas se positionne délibérément à proximité d'hôpitaux pour lancer des attaques, augmentant ainsi le risque de pertes civiles et détournant le blâme sur Israël. En parallèle, le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole international de l'armée israélienne, souligne que cette manière d'agir du Hamas a pour but d'augmenter les victimes civiles pour incriminer Israël. Dans ce jeu d'accusations et de stratégie militaire, la situation humanitaire s'aggrave, avec plus de 9500 morts rapportés à Gaza et un nombre croissant de victimes civiles. Dans ce contexte complexe, le refus d'Israël de céder aux appels internationaux pour un cessez-le-feu temporaire signe la détermination du pays à poursuivre ses opérations contre le Hamas. La nécessité de gérer les conditions humanitaires sans compromettre la sécurité d'Israël reste un sujet brûlant sur l'agenda international. L'offensive israélienne, qui a réduit la bande de Gaza en 2 secteurs distincts, ainsi que les ripostes du Hamas déclenchent une cascade de conséquences humanitaires et géopolitiques. Du point de vue humanitaire, la pression internationale s'accroît pour établir une trêve, qui permettrait l'acheminement de l'aide et la sécurisation des corridors pour les civils en fuite. Les chiffres officiels parlent de milliers de victimes, dont une proportion alarmante de femmes et d'enfants, appellent bien sûr à une réponse urgente et coordonnée.
Stratégiquement, cette escalade pousse les acteurs internationaux à revisiter leur politique vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Les appels à un cessez-le-feu temporaire de la part des États-Unis et de l'Europe, bien que rejetés par Israël, indiquent une volonté d'apaiser la tension tout en cherchant à maintenir la pression, bien sûr, sur le Hamas. Mais en attendant le dénouement, la situation actuelle à Gaza ne présage rien de moins qu'une urgence humanitaire croissante. Pendant que les diplomates cherchent une solution viable, la population civile de Gaza se trouve toujours entre le marteau et l'enclume, dans l'attente d'un avenir plus sûr. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony, et comme on pouvait s'y attendre, après la Corée du Nord, c'est la Russie qui a révoqué son adhésion au traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La France a regretté cette décision, considérant qu'elle compromettait les efforts d'universalisation du traité, bien que ce traité n'ait jamais été ratifié par les États-Unis. Cette révocation du traité, ajoutée au déploiement des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, constitue un message clair de la part de Poutine. Et en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël prendra la responsabilité globale de la sécurité à Gaza après la guerre. Il a rejeté la possibilité d'un cessez-le-feu. Netanyahou a ajouté que lorsque Israël n'agit pas pour préserver sa sécurité, le Hamas lance des attaques terroristes à grande échelle. Il a affirmé que maintenir la pression militaire sur le Hamas était la seule solution pour obtenir la libération des otages. D'autre part, il a reconnu la responsabilité de son gouvernement dans les failles sécuritaires qui ont permis les attaques du 7 octobre et il prévoit d'ouvrir une enquête après la fin de la guerre. Et en Guinée, le 4 novembre dernier, l'ancien dictateur Moussa Dadi Camara et 3 de ses codétenus ont été délivrés de la prison de Conakry par une opération commando qui a entraîné la mort d'au moins 9 personnes. Moussa Dadi Camara et ses complices avaient été incarcérés pour leur implication dans un massacre en 2009. Les évadés ont été repris par les forces de police, sauf Claude Pivy, qui est toujours en fuite. Et on passe aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler de corruption et de crise bancaire. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Après 4 semaines de procès, Sam Bankman-Fried, le magnat des crypto-monnaies qui a fondé Alameda et FTX, a été reconnu coupable d'avoir volé des milliards de dollars. Et ce n'est pas tout. Selon le témoignage de Caroline Ellison, ex-directrice générale d'Alameda, Bankman-Fried aurait demandé à son personnel de remettre un pot de vin de l'ordre de 100 millions de dollars à des représentants de l'État chinois. Cela s'est produit en 2021, le but était d'obtenir la restitution d'1 milliard de dollars de fonds commerciaux d'Alameda. Pékin avait gelé les fonds plusieurs mois auparavant dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Selon Ellison, ces fonds représentaient à l'époque une part importante du capital commercial de la société. Après le gel, une équipe a été constituée pour les récupérer, y compris Ellison et 2 membres du personnel qui avaient, je cite, « des connexions avec la Chine ». Le pot de vin a été versé après plusieurs tentatives infructueuses pour récupérer l'argent. Certains membres du personnel se seraient opposés à l'idée, mais on leur a dit de se taire. Ellison a déclaré que la société avait discrètement récupéré les fonds au bout d'1 an environ. Bankman-Fried n'a pas été inculpé pour corruption au cours du procès. Il risque maintenant jusqu'à 110 ans de prison pour avoir volé les clients de FTX et escroqué les prêteurs d'Alameda. Le verdict de son jugement est prévu pour le mois de mars de l'année prochaine. Ensuite, un point sur l'une des manifestations les plus longues de l'époque actuelle en Chine. Depuis plus de 600 jours, les victimes de la crise bancaire disent ne pas avoir d'autre choix que de continuer à manifester. Ici, sur une autoroute de la province chinoise du Henan, des dizaines de personnes ont manifesté pour protester contre la perte de leurs économies d'une valeur totale de plus d'1,5 milliard d'euros. Ces turbulences financières sont liées à une crise bancaire qui a débuté l'année dernière lorsque les clients des banques ont été privés de leur argent. Plus d'1 millier d'entre eux qui détenaient des sommes importantes sur leurs comptes ont été les plus durement touchés. Les manifestants partagent une même demande, restituer les économies perdues. Retour à la dernière manifestation. La police est rapidement arrivée sur place, confrontant les manifestants pacifiques et arrachant leurs banderoles.
Certains d'entre eux ont été empêchés de communiquer avec l'extérieur après avoir été arrêtés. Des membres des familles ont déclaré avoir perdu le contact avec leurs proches après l'incident. Après presque 2 ans sans qu'aucune des économies perdues n'ait été restituée, les clients sont confrontés à de grandes difficultés. Des clients affirment que les pressions exercées par les autorités ont ajouté un stress supplémentaire à leur épreuve. En avril dernier, des habitants du Henan n'ont pas pu retirer leurs économies de 4 banques rurales. Cet incident a ensuite mis en lumière une crise beaucoup plus vaste du système financier chinois. La plupart des banques chinoises appartiennent à l'État. C'est tout pour aujourd'hui, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec des conseils de vie pour gagner en profondeur et en liberté intérieure. D'après Mike Dongia, moins penser nous permettrait d'accéder à une sagesse plus profonde, à la présence dans l'instant présent, au calme intérieur, à une résolution plus rapide des problèmes, ainsi qu'à l'inspiration, la confiance en soi et la joie de vivre. Rien que ça. En pensant moins, l'auteur a gagné en spontanéité dans sa vie quotidienne. Il explique comment ne pas se perdre dans d'éternels calculs et comment se libérer de la peur. Vous pouvez trouver l'article complet en description de cette vidéo et en message épinglé dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et si vous voulez gagner en spontanéité, pensez moins. À demain.